Bien, merci d'être toujours présent avec nous pour parler de décentralisation et d'association avec le parcours aussi de Robert Abirached autour de ces idées. Parce que Robert ne s'est pas contenté d'être un auteur, un chercheur, un homme engagé dans les idées pour promouvoir les principes du service public de la culture et ceux de la décentralisation, mais aussi beaucoup dans l'action. Et pas seulement au très haut niveau, au niveau de l'administration centrale du ministère, mais aussi au sein et auprès d'une multitude d'organismes artistiques et culturels, souvent associatifs, qu'il conseillait, qu'il entourait, qu'il accompagnait. Alors on va parler dans un instant de Landrath, on va parler de l'eau d'après l'orage, il faudrait parler de beaucoup d'autres structures, le Festival des Francophonies en Limousin, l'Institut international du théâtre méditerranéen, le théâtre Sylvia Montfort. Bref, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices culturelles qui doivent beaucoup à Robert. Et puis sur sa route, il y a eu l'Observatoire des politiques culturelles. Il succède à Maurice Fleuret, parti trop tôt, en mars 1990, à la présidence de l'association Observatoire des politiques culturelles, qui est dirigée à l'époque par René Risardo, et qui bénéficie du soutien bienveillant du ministère, et tout particulièrement d'Augustin Girard et de Geneviève Gentil. Et franchement, c'est tout naturellement qu'il a été appelé à occuper cette place. Bien sûr, on connaissait Robert comme fervent partisan, promoteur, historien de la décentralisation théâtrale, mais je crois pouvoir dire qu'il a pu appréhender de nouvelles dimensions de la décentralisation culturelle, au sens large du terme, de sa complexité, de ses paradoxes, de ses réussites aussi, au contact de l'Observatoire, de 1990, finalement très vite, après la création de cette OPC, jusqu'au milieu des années 2000. Mais il cède sa place en 2002 à Michel Frontès et restera auprès de nous pendant encore quelques années très fidèlement. Alors, comment il présidait ? Il présidait sans chichi, Robert, les assemblées générales de l'Observatoire. Et ces rencontres, elles avaient plutôt d'ailleurs l'allure de séminaires où chacune et chacun qui venait des quatre coins de la France voulait avoir son mot à dire sur la décentralisation et venait échanger avec d'autres. Alors, il y a la voix de Robert. On l'a entendu tout à l'heure, cette voix, j'allais dire presque inimitable. Pas tout à fait, mais enfin, sa voix puissante, sa voix parfois tonitruante, qui savait nous rappeler à l'heure, d'ailleurs, mais pas seulement. Quand les nouvelles étaient bonnes ou réjouissantes, il avait aussi une petite manie qui est devenue un rite à l'Observatoire. Il actionnait une petite cloche tibétaine qui avait été rapportée par un étudiant en master. Et lorsqu'il l'agitait, ça voulait dire qu'une bonne nouvelle était tombée ou qu'il se félicitait d'une réussite quelconque. Alors bien sûr, il arrivait que cette voix gronde, et gronde parfois très fort, percute les murs de l'Observatoire et puis aussi un peu parfois nos oreilles. Mais pourquoi il se mettait en colère le plus souvent ? Mais c'est par fidélité, par soutien, parce que justement, il y avait un risque qui se présentait. Alors, il voulait dire combien il soutenait l'action de l'Observatoire, combien c'était important d'accompagner la réflexion sur la décentralisation et la formation des acteurs de terrain, et que lorsqu'un partenaire venait à vouloir se retirer, eh bien pour lui, c'était une sorte de drame. Dans le dictionnaire de la décentralisation, il en existe, mais celui auquel je pense est plutôt virtuel, il y a un acronyme que Robert ne parvenait absolument jamais à prononcer. C'était d'ailleurs assez drôle, et il en jouait. Cet acronyme, c'est celui de CNFPT. Mais je crois plutôt qu'il le bafouillait pour marquer une réserve quand finalement le dialogue ne fonctionnait pas bien avec cet organisme, par exemple. Christopher a parlé aussi du plaisir de la bonne chère qu'avait Robert. Alors, il faut dire que les dîners de veille d'Assemblée Générale étaient un rituel auquel Robert ne manquait jamais, en très bon vivant qu'il était. Mais c'était aussi l'occasion de bénéficier de ses extraordinaires talents d'orateur
et de l'écouter pendant des heures. Malheureusement, le lendemain matin, il fallait être en forme pour participer aux assemblées générales qui commençaient. Et lorsque je suis devenu directeur de l'Observatoire en 2002, je n'ai évidemment jamais manqué de lui adresser tous les 6 mois la revue de l'Observatoire jusqu'au dernier numéro. Et je recevais en retour immanquablement des petits mots chaleureux, des petits mots fraternels, des petits mots de soutien indéfectible. Et je dois dire que ça me faisait chaud au cœur, mais ça faisait aussi chaud au cœur de l'équipe. Alors pour conclure ce petit témoignage sur Robert et l'Observatoire et le soutien qu'il a apporté aussi à René Risardo et l'échange aussi que ces deux-là ont eu, je ne crois pas qu'il existe encore un manuel intitulé « La dialectique pour les nuls ». Mais je dirais à coup sûr que Robert aurait pu en être l'auteur. Lui qui aurait su expliquer qu'il faut d'abord appliquer les principes de la dialectique à soi-même, qui ponctuait chaque réflexion d'un mais ou deux, qui l'aidait à rebondir d'une idée à l'autre, poursuivant ainsi une réflexion qui ne saurait finir et que nous avons le plaisir aujourd'hui, je crois, de partager. Alors continuons à la partager, cette réflexion, avec Jean-Gabriel et Dominique Dupuis. Dominique Dupuis, peut-être d'abord, avec vous. Vous êtes danseur, vous êtes chorégraphe, vous étiez ami avec Robert Abirached, et j'allais faire une autre remarque, si vous le permettez, c'est que vous êtes de la même génération que Robert. La parole pour que vous puissiez... Est-ce que je pourrais boire un peu d'eau? Parce que j'ai l'impression que... Tiens, il y a un verre qui est propre là. Est-ce que ce micro marche? Oui. Je ne peux pas tenir ça. Je vais le tenir pour vous. Déjà, je reviendrai sur notre génération. Hein. Nous sommes nés la même année. Hein. Nous sommes conscrits, je dis. Nous sommes conscrits et je me suis demandé là, si on avait passé je ne sais plus comment ça s'appelle, le service, là où on est tout nu et où il y a un jury qui dit bon pour le service, je ne sais pas si nous étions ensemble. Mon intervention aurait pour titre le sensible, du sensible au sensible, parce que le sensible est quelque chose qui m'a absolument bouleversé chez une personne comme Robert Abirached, tellement loin de ce que l'on pouvait penser de lui. Et comme sous-titre, j'aurais notoriété, compétence, amitié, qui seront comme des petites têtes de chapitre. Je commence donc dans la notoriété. Ouvrant officiellement un centre d'études et de recherche sur la danse moderne dans l'ancien moulin à huile de la patrie de Daudet, nous avons l'idée de faire appel à Abirached. Dans l'espoir à l'époque d'inscrire cette histoire, ce moment d'histoire de la danse, dans l'histoire comme la voyait Robert et dans la suite de l'histoire. Nous avions envie que la danse puisse y figurer depuis notre propre parcours, bien entendu, mais avec un regard sur d'autres phénomènes de la danse, et en particulier
notre maître Jean Veit, une des plus grandes figures de la danse moderne, allemand, vivant en France un long temps et retournant ensuite en Allemagne. Nous l'invitons donc à Fontvieille. Il arrive au MAS la veille de son intervention et nous l'hébergeons dans une petite chambre qui donne sur un corridor de livres. Et la première chose qu'il fait, bien entendu, c'est se précipiter sur cette bibliothèque. Mais ça ne l'empêche pas de faire le tour du propriétaire. Et c'est un bonheur de voir cet homme arpenter les petits sentiers de la propriété, s'arrêter pour regarder un buisson ou un massif. Un bonheur de le voir revenir vers la maison, se crapahuter dans les escaliers, se balader dans les terroirs avec, ce n'est pas seulement une curiosité. Tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est sa sensibilité. Et pour moi, Robert est quelqu'un qui n'a pas arrêté d'être dans le sensible et qui a transporté sa sensibilité et son sensible, qu'il a transporté dans tout ce qu'il a fait. Mais nous en étions quand même toujours à la notoriété. Et nous comptions sur lui pour faire une remarquable intervention le lendemain matin. Mais avant, c'était la fin de la journée, arrive le souper. Un souper auquel nous avions invité quelques amis du MAS, et nous n'avons pas été déçus. Une voisine d'origine espagnole avait préparé une paella monstre, maús on dirait, avec cerise sur le gâteau, une langoustine pour chacun des convives. Abirached était à côté de moi. Il se précipite sur la paella, il se précipite sur sa langoustine, plus de langoustine, en un tour de langue. Et il s'avise d'en prendre une autre. Je l'arrête et je lui dis, Monsieur Abirached, je m'excuse, mais il y a une langoustine par personne. Voyant sa figure qui se tord, je lui dis, je vous offre la mienne. Qu'il ne refusa pas, bien entendu. Le lendemain, à l'inauguration, il nous régale d'une intervention de son cru, musclé et en même temps poétique. Acrobatique presque, par son souci qu'il avait très bien compris, comme réponse à notre propre souci, de faire entrer un petit machin de danse de province, des Alpilles, à le faire entrer, à essayer de le caser dans l'histoire du théâtre et dans l'histoire de la décentralisation. Je dis bien acrobatique parce que pour arriver à
à faire ce chemin à la danse, il fallait quelqu'un de la trempe de Robert. C'était une première rencontre absolument extraordinaire et qui ne s'est pas multipliée au cours des mois et des années qui ont suivi, mais nous ne nous sommes pas perdus de vue. Nous restions en contact, mais nous n'avions finalement pas de motif pour nous retrouver. Sauf au moment où nous avons dû, Françoise et moi, quitter le MATS pour des raisons qu'on peut comprendre, de gestion et de difficultés de gestion, et que nous avons plié bagages pour revenir à Paris, nous avons été obligés de changer d'intitulé et de raison d'être de notre association. Et donc, de l'association du Mas de la Danse, nous sommes entrés dans cette association auquel nous avons donné le nom de Ode après l'orage. Ode après l'orage, je le dis, est un mot très beau qui était le titre de la première pièce de Jean Weid en 1946 au Théâtre Marigny, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, dans laquelle nous dansions pour la première fois l'un à côté de l'autre, Madame Françoise Dupuis et moi-même. Nous allons entrer dans la compétence. Et là, cette compétence, la compétence de Robert, c'est aussi une compétence très particulière. Comment ce grand intellectuel, ce grand directeur, ce grand professeur d'université pouvait quitter ses habits pour prendre des habits plus simples dans lesquels son amour de la simplicité et son amour je perds mes mots, pouvait se manifester. Son amour de la sensibilité, son amour du sensible. Il ne pouvait pas se passer du sensible. C'était presque impossible pour lui. Il fallait que le sensible apparaisse. Et ce sensible, c'était le sien. C'était sa sensibilité à lui qu'il trouvait le moyen d'offrir à ceux qui l'écoutaient ou à ceux qui le lisaient comme un accès, c'est pas comme un accès, mais comme une route absolument normale pour accéder à la compétence, à sa compétence, à sa maîtrise des choses de l'esprit. Dominique, tout ce que vous dites, je trouve ça absolument magnifique, et puis vous nous laissez le temps de nous représenter aussi les choses. Est-ce que je peux vous demander, je vois que vous passez, votre témoignage est fort riche, est-ce que je peux vous demander d'aller vers finalement une conclusion pour nous dire encore quelques mots sur votre relation à Robert? Alors, mon intervention, donc, son titre aurait pu être « d'homme à homme », c'est-à-dire de lui à moi, d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que Françoise ne soit pas présente, mais il est évident que notre relation était
très très forte. Et peut-être d'autant plus forte que nous étions tellement différents. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez parlé de notre année de naissance. Nous étions conscrits. Nous sommes nés tous les deux en 1930. Nous sommes des conscrits de l'année, les conscrits de 30. Et je pense que c'est très important parce qu'en plus, ça veut dire que nous avons connu l'un et l'autre les mêmes avanies, hein, c'est-à-dire les avanies de la guerre et de l'occupation. Nous avons connu ça très très fort l'un et l'autre, et ça, bien entendu, était comme un rapprochement entre nous plus tard quand nous nous sommes retrouvés. Donc, la compétence, on lui demande, je vais le voir dans son bureau de la rue là-bas du 16e arrondissement, et j'essaye de le convaincre de devenir le président de notre association. Et j'étais frappé par quelque chose, à tel point qu'à un moment donné, il me dit, mais Dominique, pourquoi êtes-vous dans l'état dans lequel vous êtes? Je lui dis, il n'y a pas de livre chez vous. Et il me dit, je me suis défait de mes livres, je les ai donnés à un de mes élèves, qui est en Tunisie, et les livres sont partis. Il avait fait tabula rasa de toute cette extraordinaire matière avec laquelle il avait vécu toute sa vie. Pour moi, c'était inimaginable. Moi, j'entrais dans un moment où je commençais à ramasser nos livres pour en faire une bibliothèque qui commence à avoir une histoire et à laquelle on essaye de faire vivre une histoire. Bon. Et Dominique, si je peux vous demander un mot à votre conclusion. Je suis quand même obligé de faire des petits détours, ça va rien vouloir dire. Homme pour homme. Je m'aperçois, après des années de cohabitation, je m'aperçois donc que nous sommes nés la même année, que nous sommes conscrits, et je suis complètement ébahi. Je comprends enfin pourquoi nous nous sommes rencontrés. Et dans ce dernier moment, qui devrait vraiment avoir le titre de homme pour homme, il est complètement dans ce qu'il dit, dans ce qu'il espère dire, dans ce qu'il essaye de dire dans ses ouvrages, en particulier lorsqu'il parle de « entre le mot et le corps ». C'est le titre d'un de ces chapitres, « Entre le mot et le corps ». Bon, alors il faut que j'aille au bout. Alors, dans ces derniers moments,
il parle de l'homme et il charge l'homme de sa propre sensibilité et il fait de l'homme un homme formidable, un homme comme un danseur, bien entendu. Et j'ai l'impression qu'il se passe entre nous, qu'il y a entre nous une sorte de passation de cette qualité d'homme. Robert meurt avant moi, bien que très peu plus âgé que moi, hein, un trimestre. Il meurt et il emporte avec lui, pour moi, hein, je pense, il emporte avec lui cette idée de l'homme et me vient la sensation qu'il me la passe, qu'il m'en fait la passation. C'est-à-dire qu'il me désigne un peu comme cet homme, mince d'héritage, mais c'est d'une violence, enfin c'est absolument extraordinaire. Et donc j'hérite d'un homme qui est mort, qui a aimé faire sortir l'homme, faire sortir le sens de l'homme, et qui je pense, compte sur moi, là où il est, pour que je fasse cette passation d'un homme qui, ayant parcouru un chemin absolument extraordinaire, finalement est resté. Je crois que quelqu'un tout à l'heure a parlé de l'enfance d'Abi Rached. Comment cet homme a gardé avec lui jusqu'au bout l'idée, le sens de ce sensible qui est sensible dans tout ce qu'il a fait. Merci beaucoup Dominique Dupuis, c'était magnifique et bouleversant à la fois votre témoignage, je vous en remercie beaucoup. Jean-Gabriel Carasso, vous avez bien connu Robert Abi Rached, j'allais dire que vous en êtes aussi un ami fidèle, je pense que le micro marche. Compte tenu de l'heure tardive et connaissant mes camarades qui espèrent que je vais faire court, je vais faire court. Beaucoup de choses ont été dites, tellement de choses ont été dites sur Robert et sur son action et sa personnalité. Je vais en rajouter un tout petit peu. 3 choses, pas plus. Une anecdote traumatisante, quelques informations et une réflexion. L'anecdote traumatisante, c'est ma première rencontre avec lui. Je travaillais à l'époque avec Augusto Boal, c'était à la fin des années 70, au début des années 80. Donc Robert s'est retrouvé directeur du théâtre au ministère, Jacques Lang est arrivé. Il y avait 2 personnages un peu atypiques qui travaillaient dans le milieu du théâtre, c'était Armand Gatti d'un côté, il en a été question tout à l'heure, et puis Augusto Boal qui arrivait du Brésil, qui était passé au Festival de Nancy, qui s'était installé en France après avoir été torturé pendant la dictature brésilienne, etc. On avait formé un groupe avec lui et on s'est dit, formidable, la gauche arrive au pouvoir, on va enfin avoir un peu d'argent pour pouvoir travailler. Donc on a pris rendez-vous avec M. Abi Rached, rue Saint-Dominique, dans ce grand bureau, je me souviens très bien. Et moi j'avais préparé bien, j'étais tout jeune un peu encore,
tous les arguments possibles pour essayer de le convaincre qu'il fallait maintenant nous aider. Alors je lui ai dit, voilà, on est là depuis, je sais plus, 77, 78, on a fait 250 stages de formation, des spectacles, une revue, on a vraiment travaillé énormément, sans argent, sans moyens. On est très heureux que la gauche arrive et donc vous allez nous aider. Et le Robert s'est levé. Je me souviens de lui comme si c'était hier. Il a dit, mais écoutez, si vous avez fait tout ça sans argent, pourquoi voulez-vous que je vous en donne? En gros, ça s'est arrêté là, notre première rencontre. C'était assez traumatisant. Il est sorti très fâché. Enfin, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? C'est une trahison totale, etc. On ne s'est plus revu pendant quelques temps, pas longtemps. Ça, c'était le traumatisme initial. En réalité, après, moi, j'ai travaillé à l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale, l'ANRAT. Ne pas confondre, si vous tapez sur Internet, avec l'Association nationale des retraités de l'armée de terre. C'est le même sigle, mais ce n'est pas la même chose. En réalité, c'est une association qui est née en 1983 et il en était à l'initiative. Il était à l'initiative de ça, parce qu'en arrivant au ministère, la question de l'éducation, de la présence du théâtre dans les écoles, de la formation, etc., le préoccupait déjà beaucoup. Il y avait au ministère de l'Éducation nationale une mission d'action culturelle qui travaillait depuis quelques années, sous la direction de Jean-Claude Luc, avec un monsieur qui s'appelait André Cabanis, qui est venu rejoindre Robert à la direction du théâtre. Et donc, il a très vite pensait qu'il fallait déborder les administrations et qu'il serait bien qu'il y ait une association autonome, loi de 1901, traditionnelle, qui rassemble à la fois les enseignants qui s'intéressent au théâtre et les gens de théâtre qui travaillent dans l'éducation. Voilà, ça y commençait à y avoir ici et là des intervenants de théâtre dans les écoles. Et donc c'est lui, avec Jean-Claude Luc, qui ont poussé à la création de cette association qui existe encore aujourd'hui. Voilà, et moi j'y suis arrivé en 86-87, un tout petit peu plus tard. Elle dormait un petit peu, elle somnolait, puis on a réussi à développer à partir de 88, juste avant qu'il quitte le ministère. On avait organisé au Théâtre de la Colline les premières assises nationales sur le théâtre et l'éducation, avec il y avait des artistes, Ariane Mouchkine, Lavelli, bien d'autres, et Robert était venu. J'ai remarqué vraiment l'intérêt qu'il portait à ce travail, qui a continué. Joël qui est là, Joël Goutal, a accompagné le travail de cette association et de tout ce qu'on a fait dans ce domaine. Il est parti à l'université. Moi, je suis devenu directeur de cette association. Je vais travailler pendant 12 ans. Et un jour, il m'a appelé, 92. On avait déjà publié chez Actes Sud cette excellente maison d'édition, notamment Le Diable c'est l'ennui, le livre de Peter Brook, qui fait un best-seller mondial maintenant. Il m'a appelé, il m'a dit « Comment tu fais pour publier des trucs sur le théâtre et l'éducation comment il faut faire ?» Je lui ai dit, il y a un accord avec Actes Sud, mais de quoi s'agit-il? Et il m'a dit, on va faire un travail sur la décentralisation théâtrale, l'histoire. On va faire des colloques, on va commencer à faire ça. Je lui ai dit, on le fait ensemble. On le fait ensemble, parce que je trouve que ce travail-là, bien qu'étant tout à fait universitaire, etc., était tout à fait dans l'esprit de ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire d'enrichir la réflexion de tout le monde éducatif, finalement, sur le théâtre en général, et notamment son histoire, etc. Donc on a fait ça ensemble. J'ai participé à tous les colloques, j'ai travaillé beaucoup à la mise en forme de ça. On en a financé la sortie des premiers éléments, et je dois dire que je suis assez content, avec Jacques Lecoq, avec Peter Brook, avec d'autres livres, que ces documents existent, parce qu'ils resteront... J'étais content que vous en montriez un tout à l'heure, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce livre comme ça me touche. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail, mais il a toujours accompagné, en tout cas, Robert, cette idée du développement du théâtre dans l'éducation.
Juste l'année après son départ, c'était le premier bac théâtre en 89, mais ça avait été évidemment préparé avant. Voilà, c'est une histoire qui n'en finit pas de rebondir et de recommencer en permanence. Dernier élément, peut-être, on est devenus très amis. Évidemment, quand on fait un travail comme ça, on ne pouvait pas ne pas devenir amis. Aller manger au restaurant chinois de l'avenue Mozart une fois par an ou une fois tous les 6 mois, juste pour le plaisir de se voir. On n'avait plus rien à négocier, mais on aimait bien se rencontrer. Je l'ai vu il y a quelques mois au Théâtre du Rond-Point, on a déjeuné ensemble pour se dire comment ça va la vie. Mais ce qui m'a frappé au fond dans la relation que j'ai pu avoir avec lui, c'est qu'il n'était pas extérieur au théâtre. Je veux dire, il n'était pas administrateur, il n'était pas technocrate, il était enseignant, ça oui, vraiment, mais au fond, il était profondément ancré dans le compagnonnage qu'il avait avec nous, avec les gens de théâtre, avec les enseignants. C'était une relation, et je me suis souvenu en réfléchissant à ça, il a même été auteur dramatique. Il a écrit cette pièce qui s'appelait En avant la musique, si j'ai bonne mémoire. Hein? Tu connais la musique? En avant la musique, tu connais la musique? Tu connais la musique. Qui avait été montée et jouée par ses grands amis, qui étaient mes grands amis à moi aussi, Avron et Évrard. Voilà, donc on s'est retrouvés. Tout ça, ça forme des réseaux d'amitié, parce que je crois qu'il était vraiment ancré il était du bâtiment, comme on dit. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. Avant de céder la parole à Emmanuel pour la conclusion de notre rencontre, on va entendre effectivement Paul Abirached nous proposer une petite pause musicale. La poupée automate, je pense qu'on m'avait entendu, mais merci Emmanuel, qui est une composition de Nino Rota pour le film de Fellini, Casanova. Avant de conclure avec Denis Guénoun, je ne sais pas, tu ne connaissais pas, Paul, cette chanson de Nougaro, mais, Paris, mais. Qu'est-ce que ça donne? Oui. Voilà. Mais, Robert, mais, Robert. Bon, alors Roméo, je te dérange pas dans ta lecture. Paul, Rosalie, Marie-France, vous avez sans doute encore dans l'oreille cette conjonction qui roulait comme de petits cailloux dans les discours de Robert.
bien plus ronde et polie que ces ces bon, ben, du coup, dont nous ponctuons nos phrases à l'oral, chaque fois que la pensée hésite en chemin ou vient à buter contre une réalité qu'elle peine à saisir. Ces sauts de langue se remarquaient d'autant plus que le rhéteur, loin de s'enliser entre deux digressions, savait toujours emporter son auditoire sur les ailes d'une syntaxe impeccable, le bercer aux ondulations de longues périodes de facture classique, lesté de mots goûteux, mais jamais pédants, comme prolégomène et péripétie, sans oublier son fameux extravagant. Mais, c'est absolument extravagant. Encore un mais, facétieux ou furibond, et le raisonnement rebondissait, quand ce n'était pas à l'orateur de ricocher entre deux envolées. À l'écrit, aucun galet de ce calibre ne trouble l'écoulement du style robertien, comme on dit flaubertien, qui peut se déployer en majestueuse sinuosité, méandre couché à l'encre bleue, d'où le lecteur jouit d'une vision alternée des deux rives de la question traitée, avant d'en apercevoir l'issue ménagée au terme d'une dernière succession de cascades. Une écoute hâtive pourrait laisser croire que ce « mais » émanait d'un critique acharné, prompt à émettre une objection face à toute opinion, méthodique au point de contredire ses propres assertions. En vérité, la réserve procéderait d'une précaution et non d'une opposition. Elle n'a rien d'une exclusive. C'est pourquoi l'allemand la traduirait par aber, toutefois, plutôt que Sonder, au contraire. Mais une interprétation plus audacieuse et pour tout dire absolument extravagante inviterait à entendre dans le mot « mais » sans S, le « moi » au lieu de l'adverbe ou de la conjonction. Cette solution printanière, si loufoque soit-elle, a l'avantage de rappeler qu'Abirachet fut au moins 2 fois l'enfant de mai, en 1968 et en 1981. La première fois à 37 ans, comme assistant de littérature française à la Sorbonne, aux premières loges pour voir s'ébrouer le mouvement qui souleva la jeunesse, bouscula les pouvoirs, secoua le langage et ébranla le théâtre. La deuxième fois, à 50 ans, quand l'irruption de la gauche à l'Élysée, puis à Matignon et au Palais Bourbon, l'amena aux avant-postes, rue de Valois d'abord, au cabinet de son ami Jacques Lang, rue Saint-Dominique ensuite, à la direction du théâtre et des spectacles, où d'ailleurs son collègue Dominique, qui lui disputait la tutelle des maisons de la culture et autres établissements d'action culturelle, n'était pas en odeur de sainteté. Et combien de mai a-t-il vu fleurir dans ses voyages, dans les festivals qu'il affectionnait, lors des déjeuners amicaux dont il était friand? Si le tempérament de Robert était parfois éruptif, ce serait en quelque sorte parce que le temps des cerises remontait irrégulièrement en lui comme un imprévisible hoquet. Une autre explication s'insinue néanmoins. Mais, dont le rôle est en principe de coordonner 2 propositions, en montrerait chez lui la possible bifurcation dans un théâtre de parole. Car son entendement était tout entier tendu dans l'acte de dévider le fil d'une démonstration, mais aussi d'en débusquer à chaque nœud la potentielle dérivation vers d'autres écheveaux d'idées. Élaguer l'énoncé pour se faire comprendre et emporter la conviction, et le bouturer à la fois pour en faire jaillir 10 autres perspectives. Le jardinier du discours avait fort à faire. Comment aurait-il pu se contenter d'aligner les briques d'une sentence comme le manuel du littérateur pressé le stipule, sujet, verbe, complément, sans fourrailler dans le fabuleux fourbi de son magasin de connaissances avec les mains habiles de ses menus « mais ». N'était-il pas en lui-même béroutin mais parisien, rive gauche en esprit mais rive droite au foyer, écrivain mais critique, romancier mais dramaturge, spectateur mais acteur, pédagogue mais stratège, expert et séduction spectaculaire mais analyste clinique de Casanova, personnage de la scène publique mais médecin légiste du personnage en crise, professeur mais administrateur, grand commis d'État mais serviteur de la décentralisation, militant associatif mais directeur d'administration centrale, concepteur et argentier de la politique théâtrale mais commentateur détaché et parfois désabusé d'Issel, artiste mais prince, prince dans son jugement mais à l'écoute de l'artiste. C'est cet homme orchestre qui connaissait la musique, dont nous avons dressé le portrait kaléidoscopique, faute de savoir et surtout de vouloir le cerner, à travers des témoignages forcément fragmentaires, pour que ces multiples facettes renvoient une lumière qu'il n'aimait pas capter pour la gloire de sa personne, mais dont il ne détestait pas qu'elle fasse briller son bilan.
Retraité mais hyperactif, fromage mais dessert. De même qu'à table, Robert entretenait toutes les curiosités, toutes les gourmandises, mais aussi toutes les fidélités. En témoignage les amis et complices ici assemblés, sans omettre celles et ceux, nombreux, auxquels la rigueur de la contrainte sanitaire n'a pas permis de les rejoindre. La place qu'il occupe déjà dans l'histoire du ministère de la Culture ne tient pas qu'à la vivacité de sa verve, dont les dernières traces sont enregistrées dans ce numéro de la revue d'histoire du théâtre que j'ai eu le plaisir de coordonner. Elle ne tient pas seulement à la longévité de son mandat à la DTS d'octobre 81 à octobre 88. Elle procède aussi de l'originalité de son parcours. Ces séquences emboîtées nous parlent d'un temps d'après les missionnaires et d'avant les gestionnaires, d'une époque encore rebelle au tableau Excel, d'un règne qui fut davantage affaire d'inventeurs que de comptables, de carrière échappante au plan, d'une pépinière de talents où les normaliens tutoyaient les énarques, d'une période où la distance était courte, des plateaux jusqu'au bureau, de la scène théâtrale à l'arène sociale. Nostalgie, Abbé Rached, dans une émission de 2000, celle dont on a entendu des bribes, invitait à la congédier une fois pour toutes. Qu'on se rassure, le moule dont il est sorti n'a pu se briser, puisqu'il n'y avait pas de moule, hors de l'expérience du théâtre, ce lieu de collision entre le réel et la fiction.